il y a des difficultés pour avoir une fluidité dans l'approvisionnement des médicaments dans les pharmacies. Il y a des difficultés pour les patients qui ont du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas dans un pays comme la France à avoir accès facilement à des médicaments. On sait que ce sont des causes multifactorielles. Il y a une nécessité absolue, et ça ne se décrétera pas par voie d'amendement, ni par voie juridique, de créer un climat de confiance. Alors nous avons fait une trentaine de propositions, mais qu'on peut classer dans des grands chapitres. Ces pénuries de médicaments pouvaient avoir différentes causes, soit des ruptures de stock, soit des ruptures d'approvisionnement, et aussi peut-être d'autres raisons. On a perdu une certaine intensité dans l'éthique, parfois au profit de certaines contraintes économiques. Et dans le rapport, je suis souvent revenu à cette éthique parce que je pense que c'est d'abord le patient, le malade, au centre de toutes les préoccupations, et de ne jamais mettre le patient dans une situation de risque. Nous n'avons pas les prérogatives pour décider ce qui se passe dans les pays d'Asie, puisque l'essentiel de la production aujourd'hui se fait dans d'autres pays. Il n'y a plus que 300 fabricants dans notre pays, alors que rien qu'à Bombay, il y a 5000 fabricants. Ceci nous permet de relativiser tout de même l'importance de la problématique. Alors dans ces propositions, la proximité est importante, et nous avons fait une proposition de mettre en osmose une expérimentation d'exonération fiscale avec peut-être des partenariats aussi dans le cadre de formation dans les métiers du médicament. Essayons de fabriquer de nouveau des médicaments dans notre pays. Donc ça c'est une des premières propositions. Tout faire, tout favoriser pour qu'on puisse avoir de nouveau des fabrications de proximité françaises et européennes. Alors, dans notre pays, la pharmacie des armées avait sa petite usine, sa petite fabrication, ses laboratoires, que les hôpitaux de Paris avaient aussi la possibilité de fabriquer. On s'est d'ailleurs demandé si pour des productions de niche, pour des productions de niche, et dans la mesure où cette production publique pourrait être en état de faire les fabrications, en cas de rupture, s'il ne fallait pas activer ce volet. Donc, alors parmi les autres propositions, on a aussi constaté que les appels d'offres, notamment pour les établissements hospitaliers, ont tendance aujourd'hui à vouloir avoir un traitement massifié, en quelque sorte, des appels d'offres. Et que forcément, au plus les appels d'offres ont un spectre large, au plus en cas de rupture, le problème est grave. Donc il y a peut-être là lieu d'avoir une réflexion au niveau des établissements hospitaliers pour avoir des appels d'offres un peu plus modérés en quelque sorte, qui permettent de mieux diviser les acheminements pour répondre à ces éventuelles pénuries. Parmi les dispositifs qu'il faudrait peut-être densifier, ça serait probablement une généralisation du dispositif de dépérupture. Quand on voit le temps que peut passer un pharmacien d'officine à essayer de régler ces problèmes de pénurie, je pense qu'en moyenne, c'est près de plus de 20 minutes par jour. On réfléchit dans les propositions à peut-être envisager pour certains médicaments le déconditionnement. Je pense qu'on a tous des exemples de conditionnement qui ne correspondent pas aux durées exactes de traitement, et à chaque fois c'est une perte en ligne. Les pharmaciens d'officine n'ont pas le droit de se céder des médicaments. Ils n'ont pas le droit, tout simplement pour une raison de traçabilité, je crois. Autre proposition que nous faisons, la possibilité pour les pharmaciens qui ont une formation réelle et qui n'ont rien à envier à personne, puissent
avoir cette possibilité de substitution de certains médicaments. Pour ménager les susceptibilités, on l'a proposé sous forme d'expérimentation. Et enfin, une proposition qui sera peut-être un pilier important, c'est d'avoir une cellule stratégique sous l'autorité du Premier ministre. Pour que, en situation de crise, il puisse y avoir une réactivité maximale pour réunir tous les partenaires. J'ose croire que le plan santé, et ça sera probablement le meilleur vecteur, que le plan santé pourrait reprendre des propositions. Effectivement, le sujet est préoccupant. Des mauvaises compréhensions, des difficultés, des événements qui ne sont pas des vraies ruptures, mais enfin qui créent des problèmes. Alors le LEM a fait une étude en 2018 qui portait sur toute la période 2017 sur les causes réelles. La première cause, c'est l'augmentation de la demande mondiale qui dépasse les capacités de production. Les contraintes économiques, il y a des moments où les prix de fabrication passent en dessous des prix de marché, ce qui est problématique. Le Conseil stratégique des industries de santé, il s'est concentré sur la problématique des anticancéreuses, qui est une problématique particulière mais importante, et qui nous renvoie surtout à ce qui a été mentionné, ce que vous avez mentionné, qui est la massification des achats, avec des achats qui devraient certainement, c'est une de nos propositions, mieux préciser les volumes et être multi-attributaires. Ça a permis de construire un ensemble de propositions. Tout d'abord, vous savez que toute la loi de 2016 a renforcé les obligations en ce qui concerne ce qu'on appelle les MITM, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Leur définition est assez, peut-être trop large. On propose au LEM de circonscrire un peu mieux les médicaments qui sont d'intérêt sanitaire, définis par un réel besoin médical, et ceux qui sont indispensables en termes d'indépendance stratégique pour l'Europe, pour la France, pour l'Europe, par rapport à d'autres fournisseurs. La relocalisation ou le maintien, moi je suis plus préoccupé par le maintien de l'existant, parce que comme vous le dites, la relocalisation de sites, en particulier de principe actif, va être difficile, compliquée. Et ce qu'on propose au LEM, c'est de faire une cartographie de ces sites sur lesquels il faudrait apporter une vigilance toute particulière. Je reviens à nouveau sur les mécanismes d'achat hospitalier. Vraiment, on insiste, parce que ce sont des volumes importants, sur le fait qu'il nous semble indispensable à ce qu'il y ait des multi-attributaires de ces achats, qu'il n'y ait pas un seul qui soit retenu. Bon, les prix par rapport aux conditions économiques d'exploitation, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Une base d'information partagée, c'est indispensable. Chacun a sa vision particulière. Je suis heureux de voir que le DP continue à s'étendre. Et s'il atteint proche des 100%, il faut qu'on se retrouve autour de ça pour voir si ça peut constituer la base unique de référence pour gérer les stocks. Parce qu'on a besoin d'une base de données centralisée pour bien quantifier les ruptures, mais aussi localiser les stocks de ces médicaments d'intérêt sanitaire et stratégique. Puis, bien sûr, dès qu'il y a une tension d'approvisionnement, je crois qu'il faut être extrêmement réactif et anticiper l'arrivée d'une rupture et très très vite faire attention à la distribution, mais faire attention qu'il n'y ait pas des flux brutaux qui puissent assécher les stocks existants. Pilotage interministériel avec l'OCSIS auprès du Premier ministre, mais il y a peut-être d'autres choses. Et certainement remonter le sujet à l'Europe, parce qu'on est sur une problématique européenne. Nous sommes mobilisés, nous souhaitons, avec les professionnels de santé, sur la base de votre rapport, mettre en œuvre des solutions concrètes qui puissent apporter des réponses quantifiables au nombre beaucoup trop élevé de ruptures qui ont été mentionnées.
Je voulais vous exprimer une inquiétude. On voit bien que les relations internationales sont de plus en plus compliquées. Et quand on constate qu'on est dépendant parfois d'un seul pays, donc d'une seule relation commerciale pour des médicaments et l'approvisionnement en médicaments stratégiques, je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion large d'indépendance de l'Europe sur des choses aussi importantes que la santé, comme on peut le faire sur d'autres industries stratégiques. Je pense que la santé est une industrie stratégique et que cette réflexion, en soutien aux industriels qui décident d'investir et une vraie politique stratégique de réindustrialisation et pour avoir de l'indépendance est, à mon avis, un élément que j'ai trouvé extrêmement important dans votre rapport. Des métiers qui sont des métiers compliqués, d'arriver à avoir à la fois des productions de qualité indispensables, toute la sécurité autour de ces médicaments, la continuité avec parfois des aléas, et puis la montée systématique des contrôles, et c'est légitime, pour ne pas avoir d'incidents et après mettre des industriels ou des patients en difficulté. Donc c'est une chaîne d'excellence, et quand on est dans une chaîne d'excellence, il faut avoir de la confiance. Quel est le problème dans la chaîne? Dans la chaîne, c'est qu'il y a une défiance entre les grossistes et les laboratoires pharmaceutiques. Au nom de la libre circulation des marchandises, au niveau européen, tout le monde peut revendre des produits qu'il a achetés en France et les mettre à disposition d'un autre pays, dont ça s'appelle les exportations parallèles. Et bien évidemment, si un répartiteur exporte, c'est l'industriel qui est lésé, puisqu'il a négocié un prix plus avantageux en Allemagne et moins avantageux en France, ce qui est très souvent le cas et pratiquement la règle. Et donc bien évidemment, l'industriel perd de l'argent. Donc pour éviter ces phénomènes, les laboratoires contingentent. C'est-à-dire pour ne pas que les grossistes puissent exporter, je mets une quantité de médicaments arbitraire, choisi par le laboratoire, et pas une boîte de plus pendant tout le mois. Donc on voit bien que la fluidité dans l'approvisionnement, bien sûr, ne peut pas être assurée. Les pouvoirs publics ont essayé de faire une espèce de liste pour interdire les exportations. Quand on se retrouve autour de la table et qu'il faut construire cette liste, les grossistes trouvent que la liste est trop étendue et les laboratoires trouvent qu'elle est trop courte. Et bien évidemment, si les autorités de santé sortent cette liste, ils sont sûrs du contentieux au niveau de l'Europe et de la Cour de justice européenne, dont la liste n'est jamais sortie. Ce qu'il faut, c'est pas stigmatiser les acteurs. Le seul moyen d'y arriver, c'est de mettre en responsabilité tous les acteurs, et le meilleur moyen de mettre en responsabilité tous les acteurs, c'est d'avoir de la transparence. On a un outil que vous avez cité qui est le DP Rupture. Ce mécanisme s'alimente en automatique. Dès qu'un pharmacien a commandé pendant 3 jours le même médicament et qui n'a pas réussi à s'approvisionner, donc ça déclenche au bout de 3 jours un signalement au niveau du DP Rupture. Bon, il ne suffit pas de signaler, mais il faut exploiter. Ce qu'il faut, c'est s'en servir pour identifier les incidents. Qui a à un moment eu un problème, parfois de commande, parfois d'approvisionnement. Est-ce que le contingentement a été trop important? Est-ce qu'il y a eu des habitudes de prescription qui ont entraîné une augmentation? Ou est-ce qu'il y a eu de la fuite dans l'approvisionnement des pharmacies? Et donc d'arriver à comprendre pourquoi ce médicament à tel endroit n'est pas arrivé et combien de temps ça a duré et qu'est-ce que l'on peut, après la lecture de cet incident, quelles propositions on peut faire pour améliorer et faire en sorte que ces incidents se réduisent. Et tant qu'on ne mettra pas de la transparence, eh bien, on n'arrivera pas à régler le problème. Et on a la chance d'avoir cette organisation. Donc il faut en profiter puisqu'on a un diplôme en responsabilité qui doit assurer la qualité du travail. La transparence, elle amène très rapidement beaucoup de vertus. Et que sans être obligé de réglementer et après de contrôler, s'il y a de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs, je pense qu'il y aura déjà des marges d'amélioration sur cette partie, dans la fluidité de l'approvisionnement des 22 000 pharmacies, puisque maintenant que le sujet est largement public,
et que de plus en plus de politiques et de pouvoirs publics s'inquiètent de ce dossier, je pense qu'il y aura là des marges d'amélioration. Dans vos propositions, il y a la substitution dans la classe thérapeutique. Et donc, vous voyez, cette proposition voilà, est déjà, sans être complètement, je dirais, réglementée, c'est ce que vous appeliez le bon sens, et le bon sens entre professionnels qui doivent répondre à une difficulté. Sur le déconditionnement, monsieur le sénateur, non. Et 3 fois non. S'il y a un problème d'adaptation de conditionnement par rapport à un risque de gaspillage, il faut qu'on ait une discussion entre l'industriel, l'agence du médicament et le pharmacien pour savoir si ce conditionnement qui a été peut-être adapté à une certaine époque l'est moins par rapport aux nouvelles règles de prescription ou aux restrictions de prescription. Sur la rétrocession. La rétrocession, je dirais, on est souvent là sur des médicaments qui sont à prescription médicale obligatoire ou des médicaments qui sont remboursés. La rétrocession est interdite. Elle n'est même pas tolérée, puisque parfois il y a un petit peu de tolérance sur la rétrocession, mais elle n'est pas tolérée. Par contre, que font les pharmaciens? Ils se prêtent les médicaments. Le bon sens, là aussi, l'emporte. S'il y a des règles de traçabilité, des règles de stérilisation, il faudra bien sûr respecter, mais ça nous savons faire. Et on peut mettre en place des bonnes pratiques en cas de dépannage, mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'industrialiser. Et le dernier point, c'est sur l'évolution du rôle du pharmacien. On voit bien que le pharmacien était, je dirais, un bon dispensateur de médicaments. Là, on lui demande de s'investir sur l'accompagnement des patients, sur l'observance, sur l'adhésion au traitement. Et il ne faut pas qu'une rupture de stock vienne casser ce travail et cette image, parce que là, le patient, d'abord, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi, il ne peut pas avoir accès à son médicament, et puis on casse tout un travail d'adhésion au traitement. Donc voilà, mettre de la transparence et rediscuter avec l'ensemble des acteurs, pas sur de la posture, mais sur du côté pratique, pragmatique, comment on fait très rapidement pour améliorer et identifier avec le DP rupture qu'il faut maintenant plus que ce soit juste un recueil, mais qu'il faut exploiter pour apporter un certain nombre de réponses. Le déconditionnement, il a dit 3 fois, mais je vous dirais 4 fois non. 4 fois non, pourquoi? Je suis un fervent défenseur des nouvelles missions qui ont été confiées aux pharmaciens, dont les bilans partagés de médication. Donc je reçois mes patients, et mes patients, je leur demande d'amener leur boîte, de manipuler leur boîte pour voir s'ils comprennent leur traitement et comment ils se sont appropriés. Je me dis que si un jour ils viennent avec des petits comprimés dans des sachets en vrac, ça va être extrêmement compliqué. Éthique, c'est un mot, mais nous, notre mission, qu'est-ce qu'elle est? C'est de fournir à tous les patients les meilleurs traitements dans les meilleurs délais. Hein. C'est notre raison d'être, sinon on n'a pas de raison d'être. Donc si on organisait des ruptures, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire supprimer notre raison d'être, qui est de fournir les traitements. Alors il peut y avoir des aléas, je l'ai dit. Il peut y avoir des stocks qui sont pas gérés de façon optimale, mais organiser des ruptures, je vous assure que ça va en sens contraire de notre mission et notre raison d'être.